Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Bénin est en deuil. L'ancien président Mathieu Kérékou s'est éteint ce mercredi à Cotonou, un décès qui a suscité tristesse et émoi à travers le pays. Tour d'horizon dans ce journal. Appel au calme en Guinée, plusieurs échauffourées ont été signalées, notamment à Conakry, la capitale, depuis les appels à la contestation du processus électoral lancé par l'opposition. Et puis célébration ce jeudi 15 octobre de la journée mondiale de la femme rurale, l'occasion de mettre en lumière la contribution vitale de ces dernières dans le secteur agricole africain. Mais avant de développer ces titres, cette fois, la décision est formelle. La chambre d'accusation de la Cour d'Alger a confirmé ce mercredi le mandat de dépôt contre le général Hossein Ben Hadid, poursuivi pour sa participation à une entreprise d'atteinte au moral des troupes et détention d'armes à feu ainsi que munitions de guerre. La détention provisoire du général à la retraite à la prison d'El Arash est donc maintenue. Tous les drapeaux sont en berne au Bénin. Une semaine de deuil national a été décrétée en hommage à l'ancien président Mathieu Kérékou, décédé ce mercredi, surnommé le Caméléon. Il était âgé de 82 ans. Les détails avec Liselsi Akizimana. Le général Mathieu Kérékou, l'ancien président du Bénin, s'est éteint mercredi 14 octobre 2015 à Cotonou, au Bénin. Celui qui est surnommé Caméléon a dirigé le pays près de 30 ans. Arrivé au pouvoir en 1972, il a dirigé le Bénin jusqu'en 2006 avec une interruption de 5 ans entre 1991 et 1996. C'est une grande disparition, c'est une grosse perte. C'est un exemple de sagesse, de patriotisme. C'est un grand patriote. Il a montré un grand cœur à un moment donné. Il a montré beaucoup de sagesse, il a montré un grand souci pour protéger le peuple contre les violences éventuelles, contre les appétits des insatiables. Donc c'est un grand homme qui s'en va là. Cette sagesse qui a caractérisé Mathieu Kérékou, l'ancien chef d'État béninois, est également reconnue par ses anciens collaborateurs. Ces derniers lui attribuent aussi une grande qualité d'écoute et de confiance. Nous avons perdu vraiment une grande personnalité du Bénin. J'ai servi sous le général Mathieu Kérékou. Il m'avait nommé dans l'un de ses gouvernements de mai 2001 à juin 2003. J'ai gardé de l'homme beaucoup de choses parce que tout d'abord, il m'a beaucoup estimé. Il ne me connaissait pas en tant que tel, mais il m'a vu faire et il m'a adopté. Il m'a dit des choses très importantes et je regrette fortement son décès aujourd'hui parce que il m'avait fait une déclaration que je n'ai jamais révélée à qui que ce soit et j'avais voulu qu'il puisse me donner le sens profond de cette déclaration, enfin de ce qu'il m'avait dit. Je regrette sincèrement ça. Moi, d'abord en tant qu'humain, c'est un homme qui est décédé et c'est une personne qui a été mon chef. C'est un chef supérieur de l'armée. Il a été donc le président de la République, le chef du gouvernement. Et je regrette sincèrement son décès. Parce que nous n'avons pas tout dit entre nous. Mathieu Kérékou est né le 2 septembre 1933 à Kouarfa, dans le nord du Bénin. Il a dirigé le pays d'abord comme autocrate militaro-marxiste avant d'accepter la démocratie et d'être élu à 2 reprises. Il reste l'homme politique qui a le plus marqué le Bénin. Le président actuel, Thomas Boni Yayi, a décrété une semaine de deuil national. Tous les drapeaux du pays sont mis en berne. En Guinée, le gouvernement sort de son silence après les violences de ces derniers jours dans une déclaration officielle, la première depuis le scrutin présidentiel. Les autorités appellent la population au calme et à la retenue. Les précisions de Emmanuel Mimono. Première déclaration officielle depuis le 11 octobre 2015, date de la tenue de l'élection présidentielle. Le gouvernement guinéen appelle les différents contestataires au calme et a usé des voies de recours légales en matière de contentieux électoral. Depuis en effet le lendemain du déroulement du vote, l'opposition conteste les résultats et des violences ont commencé dans certains quartiers de la banlieue de Conakry. Au nom de l'autorité publique, c'est le ministre des Affaires étrangères en présence des représentants d'institutions internationales qui tentent d'apaiser les acteurs. Lorsque les résultats seront proclamés, s'il y a un contentieux électoral, comme le dit la loi, ceux qui ont des problèmes ont le droit légitime de s'adresser à la Cour constitutionnelle qui a été mise en place.
l'état de droit ne se consolidera jamais si nous n'apprenons pas d'abord à respecter nos propres institutions. Le gouvernement déclare que les portes sont toujours ouvertes au dialogue et que l'opposition peut passer par les institutions de la République pour faire entendre ses revendications. La Guinée est un état de droit, ajoutera le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Cheikh Sako rappelle ensuite que les responsables des troubles post-électoraux feront face à la rigueur de la loi. Dès lors qu'il y a violence politique, violence post-électorale avérée, aussi bien les auteurs que les commanditaires sont passibles du code pénal guinéen. Et je tiens à réaffirmer solennellement que le gouvernement prendra ses responsabilités dans ce sens. Mais je rajouterai pour terminer, la Guinée n'est pas un pays pendu comme ça au ciel. La Guinée est dans le concert des nations. La Guinée est partie au traité de Rome. Si le gouvernement guinéen n'assume pas sa responsabilité, il y a la justice internationale. Le scrutin présidentiel s'est déroulé le 11 octobre 2015 dans le calme et la sérénité. Les électeurs se sont massivement rendus aux urnes pour voter. Selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, le taux de participation tourne autour de 75%. Mais avant la proclamation des résultats provisoires, les 7 candidats de l'opposition dénoncent des fraudes massives et appellent à l'annulation de l'élection. Les différents observateurs internationaux sont quant à eux unanimes. Les manquements constatés ne remettent pas en cause la sincérité du scrutin. Dans l'actualité également, fin de la mission de la délégation officielle dans le nord du Mali, venue de Bamako à la demande de la coordination des mouvements de l'Azawad. Elle avait pour but d'évaluer les besoins urgents qui se posent aux populations locales en matière d'éducation, de santé et d'énergie. Une mission inédite depuis la crise et qui s'est déroulée sans encombre. D'un commun accord, la reprise des classes est prévue pour le 19 octobre 2015 à Kidal. Les femmes rurales à l'honneur ce jeudi 15 octobre, l'occasion pour ces dernières de faire entendre leur voix à l'heure où le secteur agricole est de plus en plus féminisé. Plus de 80% des aliments sont en effet produits par des femmes sur le continent africain. Arwa Barkala. Elle compte pour 43% de la main-d'œuvre agricole. Les femmes en milieu rural sont célébrées par les Nations Unies ce jeudi 15 octobre. Depuis 2008, l'institution mondiale souhaite sensibiliser sur les apports économiques souvent méconnus ou négligés de la femme rurale sur l'économie locale et nationale. Dans nos zones rurales, il existe la production. Mais après la production, c'est peut-être la commercialisation de manière informelle. Nous n'avons pas compris que tous les pays asiatiques qui se sont développés et tous les pays qui se sont développés depuis le 19e siècle ont été développés par leur petite industrie. Nous sommes en train de lutter pour qu'il existe une économie rurale pour 2 raisons. La première raison, c'est pour fixer les populations dans l'espace rural et combattre l'exode rural. Mais la deuxième raison, c'est pour avoir une économie équilibrée. On ne peut pas avoir des pays comme le Sénégal où tout se passe à la capitale et rien dans l'intérieur du pays. Le potentiel économique reste difficilement mesurable, mais l'on sait que la part des femmes dans le travail agricole atteint par exemple au Cameroun 80%. Les Nations Unies veulent rendre compte de la responsabilité sanitaire et sociale jouée par ces femmes qui vivent en milieu rural. Leur responsabilité en matière de sécurité sanitaire est immense. Elles se trouvent en première ligne lorsqu'il s'agit de lutter contre la faim et l'extrême pauvreté. Au Bénin, leur rôle social est reconnu et mis en avant. En dehors de ce qu'elles font dans le cercle familial, c'est-à-dire avec leur mari et consorts, elles se retrouvent aussi en association et font des champs, des cultures et puis du maraîchage. C'est des associations qui sont très organisées et quand les produits finis sont récoltés, donc tout ça est convoyé dans nos marchés. En dehors de ça, elles sont aussi en groupement pour la transformation de ces produits. Parmi les 17 nouveaux objectifs de développement durable visés par l'ONU pour l'année 2030, plusieurs concernent directement la femme rurale, comme celui de l'élimination de la faim et de l'extrême pauvreté, ainsi que celui de la promotion de l'autonomisation des femmes.
Du sport à présent, 10 footballeurs érythréens demandent l'asile politique au Botswana. Ils ont refusé de quitter Francistown après un match ce mercredi. Il s'agit pour la plupart de joueurs qui font partie de l'armée érythréenne. Ce n'est pas la première fois que des sportifs de ce pays de la Corne de l'Afrique profitent de déplacements à l'étranger pour demander l'asile politique et ainsi éviter le service militaire obligatoire. S'ils sont renvoyés chez eux, ils risquent d'être inculpés pour trahison. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.